Bonjour et bienvenue à l'Indépendant pour ce troisième épisode de notre série sur le canal de Perpignan que nous vous présentons en compagnie donc de Dylan Planck qui est doctorant à l'Université de Perpignan, chercheur qui travaille sur le canal et qui est également chargé de développement chez Veolia. Dans les précédents épisodes, on a déjà présenté ce canal remarquable de 35 km de Ille-sur-Tête à Perpignan, son rôle d'irrigation et les conflits d'usage nombreux que, au fil des siècles, cette utilisation de l'eau a provoqué. Aujourd'hui, pour le troisième épisode, on va s'intéresser à la vie économique, sociale, environnementale même, qui s'est développée autour de ce canal au fil du temps, voir un petit peu en quoi les choses ont évolué, qu'est-ce qu'on peut en dire de cette vie autour du canal. Qu'est-ce que vous en diriez, Dylan? Vous parliez beaucoup notamment, je dis un peu surprenant, du bois. En quoi est-ce que le bois est en rapport avec le canal? En fait, la gestion du bois, elle est intimement liée à la gestion du canal. Et un fait tout simple, où vous baladez le long du canal, vous verrez le nombre d'arbres qu'il y a le long des berges, donc les francs-bords qu'on appelle. Et en fait, ce bois avait une utilité importante. Il permettait notamment de stabiliser les berges, il limitait donc les érosions, il régulait la température de l'eau, comme je l'ai déjà dit précédemment. Il servait aussi de filtre naturel, et tout ça, ça permettait de préserver en quelque sorte une certaine qualité pour l'eau, pour l'irrigation et aussi pour la question d'eau potable, et il favorisait aussi la biodiversité. Quand vous baladez le long du canal, vous pouvez voir de nombreux animaux qui sont autour de cette vie du canal, et donc ces arbres, c'est une ressource importante à la fois donc pour cette gestion, pour la qualité de l'eau, la qualité du canal, mais aussi c'est une ressource pour les bâtiments, pour la construction de ponts, pour l'entretien du canal aussi. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a tout un système de règlement qui va être mis en place. Les arbres peuvent servir à la fois pour créer des piquets, par exemple, pour protéger les francs-bords, avec aussi du clayonnage en branchage. Alors du clayonnage, il faut imaginer des branches qui sont entrecroisées les unes dans les autres, et en fait on mettait ça le long des digues ou le long des francs-bords, ce qu'on appelle, pour protéger justement l'érosion de l'eau à certains endroits où on sait qu'il y a un certain courant plus important. Et les piquets pouvaient être utiles pour renforcer la digue, donc pour aussi la prise d'eau, pour la renforcer, des choses comme ça. On pouvait aussi retrouver des troncs d'arbres qui étaient creusés, comme on parlait dans les premiers épisodes, où il y a certains canaux qui peuvent s'entrecroiser, Oui, voilà, faire passer l'eau d'un autre canal. Voilà. L'idée, c'était de passer d'un canal à l'autre à travers d'un tronc d'arbre creusé, ou même à certains endroits, on mettait en place des seuils au niveau des prises d'eau pour surélever légèrement l'eau à certains endroits pour qu'elle puisse atterrir dans les prises. Et donc là, on mettait des seuils en troncs d'arbres dans le sol qui étaient renforcés par des galets de rivières, des choses comme ça. Donc on voit bien qu'il y a toute une gestion de l'arbre qui était liée à la vie et à l'entretien de ce canal. Les petites questions, ce bois, il appartenait à qui? Il appartenait à la ville de Perpignan, c'est ça? En fait, tout ce qu'il faut imaginer, que vous avez le canal, donc c'est le tronc où il y a l'eau qui circule. Il y a des francs-bords de chaque côté, et donc il y a un espace, je crois de mémoire, c'était 3 mètres en tout. Il faudra revérifier exactement, où là, ça appartient à la ville, c'est vraiment lié au canal. Et après, au-delà, c'est des champs ou des choses comme ça. Et donc, ces arbres qui sont sur cet espace-là appartiennent à la municipalité aujourd'hui. Et donc, à l'époque, c'était géré. Donc c'est la ville qui donne le droit ou non d'utiliser ces arbres. Donc il y a certains propriétaires terriens qui avaient des droits d'eau, donc pour alimenter leur terrain, mais il y en a certains qui avaient aussi des droits d'émondage, de débranchage, des choses comme ça, donc pour utiliser les branches des arbres. Certains avaient le droit de couper, le fermier avait des autorisations pour couper certains arbres à certaines périodes pour après justement entretenir le canal, des choses comme ça. Oui, en fait, le bois naturel est partie prenante de la construction elle-même, de son entretien, de son évolution à travers le temps. C'est ça, et il y avait souvent des périodes où on replantait des arbres. Donc il y avait des périodes où on coupait, il y avait des périodes où on décidait qu'il fallait planter tant d'arbres, on va dire, dans l'année. Donc le fermier, dans son cahier des charges, avait des obligations de planter des arbres, certaines d'essence dure, certaines d'essence plus molle, pour justement, en fonction des utilités, entre les piquets, les branchages, des choses comme ça. Donc il y avait toute une gestion aussi dans l'essence de l'arbre. Et il y a une anecdote
particulière que j'ai pu retrouver justement à travers les archives, c'est qu'au 19e siècle, il y a une partie des arbres du canal qui, on va dire, vont changer, certaines essences vont changer, et on va planter du mûrier, et c'est une période où le mûrier à soie va se développer, on va dire, de manière globale, parce que c'est plus rentable, et voilà, on décide de planter du mûrier parce qu'on considère que ça va être un peu plus rentable que de la vente d'arbres classiques. Et donc là aussi, dans la gestion de l'essence même de l'arbre, c'est lié à des questions économiques aussi. Et ce qui est remarquable, c'est que cette gestion du bois, comme la gestion du canal, s'est poursuivie sur... Vous dites que les gens s'adaptent, mais quand même, elle s'est poursuivie sur plusieurs siècles. Et il n'y a jamais eu de défaillance dans cette gestion, même aujourd'hui? Si, il y a eu dans les archives, on voit bien que certains arbres, des fois, sont coupés alors qu'on n'avait pas le droit. Certains propriétaires, on va dire particuliers, considéraient que tel arbre était sur son terrain alors que c'était peut-être un peu plus complexe que ça. C'est parce que la question de la propriété des terres, des fois, a changé. On oubliait qui avait quel droit. Et donc, c'était quand même des fois défaillant. Ça se réglait, on va dire, de manière quand même assez simple. Et pour éviter tout ça, justement, il y a beaucoup de règlements, des arrêtés, des ordonnances qui vont se multiplier, qui vont encadrer tout ça au fur et à mesure des décennies. Et on va essayer de vraiment, comme dans toute la gestion du canal, de légiférer le moindre détail. En fait, on va laisser rien au hasard pour pas que ça soit interprété d'un sens ou d'un autre. C'est pour ça que tout ça va se développer. Et en fait, la plantation, l'émondage ou la coupe vont être encadrés pour éviter de nombreux problèmes aussi. Parce qu'en fait, si les feuilles tombent dans l'eau, il pourrait y avoir une sorte de putréfaction aussi avec la chute des feuilles, etc. Ça pourrait obstruer le canal, donc derrière, ça pourrait avoir des conséquences un peu plus importantes. Si l'arbre n'est pas bien géré, en fonction, si on voit que s'il devient mort ou quoi, ça peut faire ébouler les berges. Donc voilà, il y a toute une gestion autour de ces arbres. Et même, ça va même un peu plus loin que les arbres. On va légiférer aussi la présence d'animaux autour de ces arbres pour les protéger aussi, parce que les arbres sont importants, comme je l'ai dit. Et donc et là, certaines dérives peuvent exister justement, où on va dire aux propriétaires de bétail, par exemple, que certains animaux, comme les chèvres et les boucs, vont être interdites autour, parce qu'ils peuvent arracher l'écorce des jeunes arbres qu'on vient de planter, ou des choses comme ça. Il s'est développé une vie sauvage autour de ces berges ou... On va dire que il y a une vie autour du canal, mais c'est quand même relativement sauvage. C'est laissé, on va dire, à une vie classique. Donc il y a des animaux qui viennent, on peut découvrir différentes espèces. Donc oui, il y a ce caractère sauvage qui est quand même là. Mais il y avait toujours un œil quand même dessus. Ouais. D'accord. Cette vie autour du canal, en fait, on s'aperçoit que ça devait prendre quand même beaucoup d'énergie aux habitants de l'époque, à tous ces gens qui sont au bord du canal, à organiser tout ça, non? En fait, il faut s'imaginer que les propriétaires terriens gèrent juste leurs parcelles à eux, leur propre bétail, leur propre agriculture, arboriculture, etc. Et après, c'est vraiment la responsabilité donc, des conçus de Perpignan ou du fermier de l'époque de gérer tout ça. Donc lui, on va dire, prenons le cas du fermier, il était, on va dire, à la tête de toute cette gestion. Et derrière, il y avait d'autres hommes. Donc on peut considérer, par exemple, il avait le droit de nommer un réguier-major qui, lui, était chargé de la surveillance, qui était chargé de l'entretien, des choses comme ça, qui lui-même avait peut-être des réguiers aussi, on va dire un peu plus classiques, qui travaillaient pour eux. Donc il y avait différentes strates dans la gestion du canal et qui, eux, étaient chargés. Donc il y avait des réguiers qui étaient nommés pour tel territoire, qui encore aujourd'hui, je pense que certains agents doivent gérer tel territoire par rapport à d'autres, parce que c'est quand même long, 30 km à gérer. Et donc il y avait vraiment des hommes particuliers qui étaient désignés pour telle portion, telle portion, telle portion. Aujourd'hui, c'est des agents territoriaux, les agents de la mairie de Perpignan qui accomplissent ce travail. Alors là, pareil, il faudrait demander à la municipalité comment elle gère particulier. J'ai appris récemment que donc il y a des agents, on va dire municipaux qui gèrent territoriaux, et après ils externalisent certaines choses aussi. Je sais qu'ils ont externalisé à certains organismes avec des personnes, je crois, en situation de handicap, si je dis pas de bêtises. Par exemple, on va dire l'entretien classique de l'herbe qui pousse ou des choses comme ça à certains endroits. Ils internalisent avec d'autres acteurs. Ils utilisent avec d'autres acteurs. Ouais. Aujourd'hui, l'environnement immédiat du canal reste toujours essentiellement consacré à l'agriculture. L'activité économique principale autour du canal, c'est l'agriculture. Alors,
Aujourd'hui, justement, à l'époque, son activité principale, c'était l'alimentation des jardins, des cultures urbaines. Et donc ça, c'était l'activité plus secondaire. La fonction principale, c'était l'alimentation en eau potable, donc consommable pour les habitants. Et donc là, on alimentait les fontaines, les puits et les citernes, donc qui étaient notamment au Palais des Rois de Majorque. Et donc c'est pour ça que je parlais de 2 meules d'eau dans les précédents podcasts, où dans l'idée, il y avait une mule d'eau qui était destinée à la ville de Perpignan et une pour la citadelle, donc la partie fortifiée où il y avait le roi, et après les garnisons militaires, etc. Donc il fallait vraiment une meule d'eau qui arrive pour les garnisons militaires, et ça jusqu'au XXe siècle, ça existait encore. Et donc ça, c'est la fonction principale, et cette fonction s'est progressivement abandonnée, comme on le verra par la suite avec l'arrivée des grands systèmes d'adduction d'eau modernes. Et donc la partie agriculture a pris beaucoup plus de place, et après il y a d'autres fonctions secondaires qui existaient autour de ce canal. On peut en citer quelques-unes. Par exemple, l'alimentation des glacières, très peu de gens le savent, c'est qu'à l'époque, donc c'est les frigos, on va dire anciens, aujourd'hui on appelle ça les frigos modernes, mais on peut imaginer un grand trou dans le sol où on stockait de la glace et on a alimenté ça par de l'eau pour justement continuer qu'il y ait de la glace et pour préserver les aliments. L'eau était aussi utile pour les fortifications. Il y a des cas justement de conflits d'usage, comme on parlait dans le précédent podcast, où il y a certaines périodes où le fermier des glacières devait avoir besoin de l'eau, avait un besoin d'eau, et en même temps il y avait des fortifications qui se développaient dans la ville de Perpignan. Il y a eu des conflits pour savoir qui avait la priorité sur l'eau à cette époque-là. On peut dire que l'eau aussi était utile contre les incendies. Imaginez une garnison militaire au Palais des Rois de Majorque avec de la poudre et des choses comme ça. Il y a eu des cas d'incendie qui s'est avéré. Et en fait, le stockage de l'eau était essentiel. Donc, par ce canal, en cas d'incendie, pour pas que la ville s'embrase non plus. Et aussi, il y a toutes ces parties industrielles où il y a les moulins qui tournaient pour faire de la farine, de l'huile. Il y a sûrement les tanneurs aussi qui utilisaient l'eau à l'époque, des choses comme ça. Donc, il y a vraiment des fonctions principales qui existent, et après il y a des fonctions plus annexes qu'on connaît moins et qu'on sait qu'elles existaient encore. C'est cette grande diversité de fonctions qui a fait qu'au fil des siècles, ce canal est toujours là, toujours actif. C'est ce qui est sa particularité principale quand même. Je pense que la variété des fonctions a eu un rôle essentiel. On peut voir justement au 19e siècle, c'est ce côté industriel qui a évolué. En fait, il y a une conserverie à Ille-sur-Tête de mémoire qui utilisait un puits, donc qui était dépendant du canal pour la gestion de leur activité, et elle devait après être refroidie avec des systèmes et après ressortie dans le canal. Donc on voit bien que même avec l'évolution de la société, des différents systèmes industriels, etc., on utilisait quand même toujours un peu l'eau de ce canal. Et aujourd'hui, en fait, il est essentiel pour l'agriculture. Donc, il a toujours été essentiel pour l'agriculture. Non, au 19e siècle se développe aussi une agriculture, on va dire, d'exportation. Enfin, c'était en France, mais c'est vrai que le Roussillon devient un petit peu le jardin de la France à partir du 19e siècle, à partir du moment où il y a le chemin de fer. Donc j'imagine le canal a joué son rôle aussi dans la construction d'une agriculture dite spéculative. Oui, on passe vraiment de cette activité vivrière à cette agriculture plus commerciale où le canal a forcément joué un rôle parce qu'il était là et que les agriculteurs l'utilisaient. Mais après, il y a eu d'autres systèmes qui ont permis derrière de développer tout ça. Mais forcément, il a eu un rôle. L'arboriculture s'est beaucoup développée, donc avec les fruits, etc. La vigne s'est développée aussi. La vigne, certaines périodes, on l'arrosait aussi beaucoup. Donc tout ça s'est développé et le canal a joué un rôle important. Et après, on va dire les systèmes un peu plus modernes ont pris place peu à peu, délaissant progressivement cette partie un peu plus gravitaire parce que c'était quand même très complexe à gérer. Et donc l'arrivée des puits artésiens, des choses comme ça, ont permis à l'agriculture, on va dire, de souffler un peu et d'avoir d'autres systèmes d'approvisionnement en eau et peut-être un peu plus efficaces aussi, et notamment le goutte à goutte où aujourd'hui on préserve une certaine quantité d'eau et en même temps c'est très efficace pour les agriculteurs.
D'accord. Le paysage aussi a été impacté par ce canal, notamment les nombreux mas qui se sont construits autour, les moulins. On parlait. Quelle est l'influence du canal sur les paysages? Ça a forcément, comme lié à l'agriculture, on le voit en circulant à travers le canal, comme vous l'avez dit, il y a différents bâtiments le long, même les ouvrages d'art, ça a impacté. Il fallait forcément utiliser certains terrains, et on le voit bien justement à travers les archives, c'est qu'on a changé le tracé quelquefois. Aujourd'hui, le tracé est relativement identique, mais il y a certaines portions, on a dû changer le tracé parce qu'une grande crue a inondé tous les terrains, le lit du canal s'est détruit, et donc voilà, aujourd'hui, est-ce qu'on remet le lit au même endroit ou est-ce qu'on le met ailleurs? Et donc si on le met ailleurs, faut racheter des terrains à certains propriétaires, c'est de la négociation à avoir aussi, et ça existe dans les archives, on le sait. Donc il y a certains tracés, notamment au niveau de la prise d'eau à Is-sur-Tête, parce que c'est là que les crues les plus importantes avaient de l'impact. Et donc, ça a impacté toute une vie aussi locale, avec des propriétaires, des choses comme ça. Et après, oui, il y a tout ce développement de bâtiments, des mas, des moulins, qui certains existent encore aujourd'hui, comme le mas Bresson qu'on peut visiter près de Perpignan. Oui, le mas Bresson qui fait l'objet aujourd'hui d'un projet immobilier assez important, avec un certain nombre de polémiques d'ailleurs liées à ce projet-là. Mais on est sur une partie extrêmement agricole, on est sur des terres agricoles, on est sur le canal, donc, et il y a la volonté de créer un parc d'attractions géant. Ça paraît quand même assez étonnant au regard de l'histoire du canal. Justement, vous parlez beaucoup de l'exploitation touristique du canal. On en est où à ce niveau-là? Est-ce qu'à votre avis, on peut faire mieux? On peut toujours faire mieux. Après, ça, c'est des questions, ça va être lié à la gestion aussi de la ville, une question aussi départementale, parce qu'on est sur un département très touristique, on le sait, et l'aspect culturel a une place importante à prendre. Et aujourd'hui, justement, c'est mon deuxième volet de thèse qui est consacré à cette valorisation du patrimoine, où là, j'apporte des pistes de réflexion, des pistes qui peuvent être à la fois très concrètes, la mise en place de panneaux culturels, la mise en place de panneaux d'indication touristiques, routiers pour savoir où est ce canal. Donc ça, c'est des choses assez concrètes. La création d'un site internet. Aujourd'hui, il n'y a quasiment rien sur le web qui est consacré à la vie de ce canal. Donc tout ça, c'est indiqué dans la thèse qui devrait paraître fin 2025, début 2026. Et après, il y a des choses un peu plus complexes à mettre en place, où il y a la ville a un rôle à jouer, le département, la région peut jouer un rôle là-dedans, même certains acteurs privés comme Veolia qui pourraient avoir un rôle à jouer sur la création par exemple d'un réseau qui pourrait valoriser l'ensemble du patrimoine hydraulique méditerranéen par exemple. Tout ça, c'est des pistes que j'aborde et que je pose sur table, où après ça sera aux acteurs aussi de se les approprier. Moi, c'est des pistes de réflexion que j'essaie d'amener, et que là, il faut que certains acteurs disent oui, là, il y a quelque chose à faire. Mais après, oui, il y a un gros travail à faire. J'ai fait une enquête notamment auprès de la population pendant la première année de ma thèse, où j'ai demandé, donc j'ai à peu près 550 personnes qui ont répondu, qui pour une thèse, c'est déjà un bon panel, et j'ai donc commencé à analyser les données, et je peux vous dire qu'il y a vraiment très peu de gens qui connaissent véritablement ce canal. Ouais. Très peu de gens savent où il est, très peu de gens savent à quoi il servait, à quoi il sert encore aujourd'hui, et parmi ces très peu de gens, il y a quand même énormément de personnes, si ce n'est quasiment la totalité, qui demandent à avoir des informations et aimeraient avoir plus de choses de développer autour de ce canal. D'accord, merci beaucoup. C'est toujours aussi passionnant de voir comment se déroule la vie autour de ce canal. Merci, et puis rendez-vous pour le prochain épisode qui sera, lui, consacré à l'histoire de l'eau potable. Ce canal a longtemps transporté de l'eau potable, c'était même sa fonction principale au départ. Et puis, à partir d'une certaine époque, ça n'a plus été le cas. Et on reviendra un petit peu sur cet aspect-là. Voilà, merci. Merci beaucoup.